Ok, c'est parti pour une longue vidéo qui devrait durer au moins une demi-heure tellement l'actualité est riche. Donc, on va commencer avec les marchés qui augmentent, les marchés, les indices américains. Donc, les marchés de manière générale, les marchés traditionnels qui augmentent, menés par Nvidia. Donc, tous les regards seront sur Nvidia cette semaine. C'est mercredi, Nvidia dévoilera ses résultats après la cloche, après voilà, la session de négociation. Et voilà, il y a un élan d'optimisme par rapport voilà, au fait que Nvidia pourrait exploser son chiffre, ses résultats. Et là, voilà, la technologie qui explose là, voilà, et qui anticipe les bons résultats d'Nvidia. Donc voilà, ça fait marcher ça fait monter de manière générale les marchés. Aussi, on a des données qui sont plus rassurantes hein, pour la Fed. Des données qui montrent que la Fed va peut-être pouvoir entamer sa baisse des taux pour refavoriser la croissance. Et ça alimente les marchés. Donc ça, c'est à prendre en compte. Côté dollar, voilà, le dollar avant les minutes de la Fed. Donc on va avoir des rapports qui vont sortir euh, concernant peut-être des indications sur ce que la Fed va faire. Et donc voilà, on a le dollar qui est stable par rapport à ça. Et on a un déluge aussi de discours des membres du FOMC, hein, des membres de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Donc des discours qui vont plus ou moins donner un tempo sur voilà, la voie à suivre. Est-ce qu'ils comptent augmenter ou baisser les taux d'intérêt? Voilà, tous les regards sont tournés vers ça, les taux d'intérêt avec l'inflation et les résultats d'NVIDIA pour cette semaine. Donc d'ailleurs, on va regarder ce qui nous attend cette semaine. Donc, action en hausse, donc résultat d'NVIDIA attendu et autres dossiers importants. Donc, voilà, ici, là, en numéro 1, c'est les contrats à terme US qui sont à la hausse, qui est très scruté ici. Et voilà, ça, c'est des choses que, bon, ça, c'est les puristes qui regardent ça. Voilà, les contrats à terme et tout ça. Bon, bon ici, ils disent que voilà, les données indiquant, c'est des données récentes indiquant un possible ralentissement de l'économie. Donc, tout ça, voilà, les contrats à terme sur les actions américaines étaient globalement en hausse, suggérant une extension du rallye de la session précédente. Donc, les contrats à terme, c'est les négociations avant les ouvertures, hein. C'est-à-dire que vous avez les négociations pendant la journée, l'ouverture des marchés américains. Les contrats à terme, c'est ce qui se passe avant et après. Et donc là, ce qu'on voit là, c'est que avant l'ouverture des marchés, on voit que les négociations étaient en hausse. En fait, avant que les marchés ouvrent, on voyait qu'il y avait un élan positif. Donc là, c'est ce qui a été scruté aujourd'hui. Mais bon, ce qui nous intéresse, voilà, c'est les résultats d'NVIDIA cette semaine. Donc tous les regards seront sur Nvidia. Nvidia, c'est voilà, c'est le symbole de l'intelligence artificielle. C'est eux qui alimentent, c'est l'entreprise qui alimente en ce moment les marchés là, qui fait exploser les marchés. Et donc moi-même, on va dire que j'ai un peu le cœur qui bat, sachant que Nvidia, c'est ma plus grosse action dans mon portefeuille. Donc ça pourrait secouer là, en espérant qu'Nvidia fasse des résultats solides. Si ça part à la baisse, si c'est décevant, ça pourrait chuter et entraîner tous les marchés, aussi bien marché traditionnel que crypto à la baisse. Donc on attend tout ça. Ensuite, voilà, les intervenants et les minutes de la Fed. Donc les intervenants de la Fed, les membres du FOMC. Et le rapport qui peut donner des indications par rapport au taux d'intérêt. Et voilà, on a aussi la Chine qui maintient ses taux inchangés. Donc voilà, on va scruter, on va parler de la Chine juste après. Et donc voilà, aussi on regarde le pétrole, le brut, concernant la situation en Iran, le décès d'Ebrahim Raisi. Donc on va voir ça. Donc voilà ce que les résultats de Nvidia au premier trimestre, doivent offrir pour plaire aux actionnaires. Donc là, pour que Nvidia ne déçoive pas, ils parlent d'un chiffre d'affaires de 24 milliards, voire 26. Pour satisfaire les actionnaires, il faudrait qu'Nvidia réalise dans ce trimestre 26 milliards de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, la barre est très très haute. Et tout autre résultat inférieur que 24 milliards de chiffre d'affaires sur ce seul trimestre, ça pourrait décevoir les marchés. Parce que Nvidia vend pour des paquets de puces de GPU à 30 000 euros, enfin 30 000 dollars l'unité, 30 000, 40 000 dollars l'unité. Vous imaginez que ça chiffre vite. Et donc, on va voir si Nvidia va tenir ses promesses. Donc en tout cas, Barclays, eux, ils sont plutôt positifs, hein. Ils relèvent l'objectif de cours de l'action Nvidia en raison de la croissance des GPU pour les data centers, donc les centres de données. Ils disent que là, c'est en augmentation claire là.
les GPU pour les data centers. Et donc, pour Barclays, ça sent très bon. Donc, ils ont relevé le cours à 1100 $ contre 850 précédemment. Sachant que Nvidia, à l'heure actuelle, est à 900. Combien là? 948 $. Donc, ça monte, hein. Là, Nvidia, aujourd'hui, c'est du plus de 53%. Plus de % quand même sur une seule journée, hein. Pour une action, en plus du calibre d'Nvidia qui a une capitalisation dans les proche des 2 trilliards, c'est voilà, plus de %, c'est énorme. Et donc voilà, c'est la hype. En fait, tout le monde là, sent que l'action va exploser ses résultats. Et comme les investisseurs anticipent une explosion des bons résultats, l'action monte avant les résultats, on va dire. Donc on va voir ça. En tout cas, on a aussi, là ça c'est pour les résultats d'Nvidia, c'est mercredi. Mais demain, on a une grande conférence de Microsoft, une grande keynote. Et Microsoft va dévoiler ses PC IA. Donc là, ça promet. Parce que ça, c'est un nouveau standard, là, les PC, les portables IA, là, alimentés par l'intelligence artificielle. Et bah, Microsoft qui s'est allié à ARM, voilà, les puces de semi-conducteurs, qui vont dévoiler leur nouveau ordi portable, qui vont concurrencer les MacBooks d'Apple. Et donc, voilà, Microsoft veut frapper fort et va présenter une conférence liée, voilà, par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ça va alimenter cette hype-là de l'IA et ça promet. Microsoft aussi qui s'appuie sur Nvidia, même s'ils veulent se défaire d'Nvidia, mais ils s'appuient aussi dessus. Donc on va voir. Sinon, en dehors de la finance aux États-Unis, on a quelque chose qui est très important qui pourrait changer l'avenir du monde, hein, limite. C'est les élections américaines entre Joe Biden et Donald Trump, puisque c'est pour élire le président de la première puissance mondiale et la première nation. Enfin, voilà, la finance, c'est aux États-Unis, hein, c'est les États-Unis qui gèrent la finance mondiale. Et voilà, c'est la plus grosse nation, hein, en termes de puissance et de force armée, tout ça. Et donc là, le nouveau sondage en Géorgie qui montre, voilà, Trump qui confirme et renforce son avance, hein, sur Joe Biden. Ça, c'est apparemment en Géorgie, où Trump gagnerait de 49,4 points contre 43 pour Joe Biden. Et de manière générale, si on regarde bien, bon, c'est une vague à Trump, hein. Le président Trump prend de plus en plus d'avance dans la majorité des États importants pour la future élection présidentielle. Et quand on regarde la carte, bah là, on voit une vague rouge, hein. En tout cas, dans le centre, enfin, Trump là, voilà. On voit qu'il y a plus de rouge que de bleu quand même. Donc, bon. Et apparemment, il creuse l'écart. Donc, les quelques états bleus là, ici, pourraient tourner en rouge là, dans les mois. Bon, on a Francis Kennedy là, Robert Francis Kennedy Jr. Personnellement, je préférais que ce soit RFK, hein, avec ses 2% là, qui soit président. Mais il est trop loin, malheureusement. Il est trop loin. Et là, on se dirige vers un duel Biden-Trump. Mais pour moi, RFK, ce serait le meilleur par rapport à la crypto et tout le reste. Il a une bonne vision des choses. Mais bon, en tout cas, voilà. Je pense que c'est Trump qui devrait gagner. On verra. Mais ça, c'est une élection très importante, hein. Là, on ne parle pas d'une élection en Pologne, je sais pas moi, au Kenya ou même je sais pas, au Venezuela ou des choses comme ça. Là, c'est aux États-Unis. Et là, ça change tout, hein. La direction que va prendre soit l'un, soit l'autre, ça change complètement la face du monde. Trump, là, s'il est élu, il peut arrêter les guerres. Enfin, il a le pouvoir de changer énormément de choses. Et même sur la finance, hein, même les cryptos, les marchés traditionnels, ça, voilà, l'orientation, les choix politiques qu'il va faire, ça va bouleverser un peu la face du monde. Et les actions qui composent. Donc ça nous concerne directement. Donc voilà. Sinon, en Europe, les marchés européens qui clôturent en légère hausse. On a quand même Richemont qui est en hausse de 5,3% quand même. Donc pas mal pour Richemont. Ça concerne le luxe, ça. Donc voilà, l'Europe qui continue de monter. De manière générale, sur les marchés traditionnels, il y a une bonne vibes. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, et vous allez voir même en Asie, tout ça, il y a une bonne vibes. Et même dans les cryptos, en ce moment-là, on sent un bon élan là. Et c'est pour ça que j'ai titré la vidéo Bonne dynamique, puisque il y a une bonne vibes de manière générale. Surtout en Europe, là, on a les actions britanniques qui surperforment celles des États-Unis en ce moment.
Et donc un CEO déclare même qu'elle semble très bon marché, alors qu'elle surperforme. On a quelques pépites. Moi déjà, j'aime bien ARM dans les semi-conducteurs, mais on a voilà, des startups là et des choses là au Royaume-Uni là qui sont très très intéressantes, hein. L'IA, l'intelligence artificielle, tout ça, ça promet. Je garde ça un œil sur tout ça, mais les actions au Royaume-Uni, je jette un coup d'œil parce que voilà. Mais après, moi, de base, je suis que sur les actions américaines. C'est celles qui surperforment de manière générale, en général. Donc, mais c'est à surveiller quand même, les actions britanniques. Faudra garder un œil dessus. Une actualité là qui fait la une là au Royaume-Uni, États-Unis, bah, le fondateur là de WikiLeaks, Julian Assange, qui est un peu le symbole de la liberté d'expression et qui fait beaucoup de mal aux Américains, parce que lui, voilà, il est anti-censure, tout ça, il fait mal. Les États-Unis font tout pour le rapatrier et le coffrer à vie. Pour qu'il arrête de... Voilà, parce qu'il a dit beaucoup de vérités et ils font tout pour le faire taire et le coincer, là, le coffrer, le mettre en prison et qu'on n'entende plus. Mais bon, là, Julian Assange qui a remporté là, une victoire au tribunal et qui peut faire appel de son extradition auprès des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc, Julian Assange, voilà, qui essaye de tout faire pour ne pas être extradé aux États-Unis, pour fuir, hein, les États-Unis, parce que les États-Unis veulent le faire taire un peu. Et donc voilà. Là, on a un tribunal britannique qui a déclaré que voilà, il pourrait faire appel de son extradition. Donc Julian Assange, symbole de la liberté d'expression, en espérant qu'il gagne, hein, qu'il s'en sorte de tout ça. Mais quand même, il a les États-Unis sur lui, ça va être compliqué. Donc voilà, il a énormément, hein, de fans dans le monde, de gens qui, voilà, qui veulent défendre la liberté d'expression, qui sont derrière lui. Et donc voilà, on est pour qu'il réussisse à s'extirper là, de cette affaire-là. Donc on verra ça. Elon Musk qui lance des services Internet Starlink de SpaceX en Indonésie. Et là, c'est le 99e État qui va bénéficier des services de Starlink. Donc petit à petit, Elon Musk tisse sa toile là par rapport au réseau. Mais voilà, même voilà, les Tesla, ces voitures Tesla vont inonder le monde. C'est bientôt ces robots Optimus vont inonder le monde. Voilà, son réseau social X pour la liberté d'expression va inonder le monde. Donc il est en train de construire un monde à son image. Et donc voilà, c'est Elon Musk qui, le plus grand entrepreneur, hein, de loin, voilà, qui tisse sa toile petit à petit. Donc ça, voilà. Maintenant, dans les autres actualités en Asie, là, on a le nouveau président de Taïwan qui, voilà, qui menace directement la Chine, à peine entré en fonction. Il dit à la Chine d'arrêter d'intimider Taïwan et de choisir plutôt le dialogue. Donc, il met les choses au clair directement. Il dit à la Chine de reconnaître le fait que Taïwan soit indépendant. En fait, ce qui dérange la Chine, il pourrait laisser Taïwan. Mais sauf qu'en vrai, Taïwan est un peu sous le giron américain et dépendant un peu des Américains, comme le Japon, on va dire, et la Corée du Sud. Et la Chine ne veut pas, voilà, la Chine qui considère Taïwan comme une de ses îles, voilà, même s'ils veulent laisser l'île indépendante, mais le fait que les États-Unis s'en mêlent et financent un peu Taïwan, ça dérange la Chine. Surtout que Taïwan, c'est un état très précieux, parce que c'est là où on fabrique les puces, en fait, les semi-conducteurs qui va être... Enfin, c'est voilà, hein, c'est ce qui va servir pour toutes les technologies du futur. C'est des marchés à plusieurs milliards. Et ça, c'est voilà, hein, c'est un gros, voilà, pour la richesse plus tard, future, c'est énorme. Et la Chine veut s'accaparer ça pour elle et avoir cette avance technologique. Parce que là, la guerre est déclarée dans les semi-conducteurs. Les États-Unis font tout pour bloquer la Chine, hein, dans l'avancée technologique. Même si la Chine arrive à progresser quand même, hein, avec maintenant les puces 5G, tout ça. Voilà, la Chine, les États-Unis ont limité Nvidia et les autres fabricants là, de GPU ou pour l'entraînement des modèles IA, tout ça. Donc voilà, il y a une guerre sino-américaine pour la technologie. Et là, Taïwan, c'est quelque chose d'important. Et donc voilà, en tout cas, le nouveau président met en garde la Chine. Et voilà. Et la Chine, elle, qui sanctionne, bah voilà, une entreprise américaine, Boeing, et 2 sous-traitants américains de la défense pour leur vente d'armes à Taïwan. Justement, voilà. Il y a une guerre pour le contrôle de Taïwan. Donc les États-Unis sont plus fourbes, hein. Ils se disent amis avec Taïwan, mais derrière, voilà, ils livrent des armes. Enfin, ils prennent le contrôle un peu de l'île, on va dire financièrement. Donc voilà. En tout cas, la Chine a mis des sanctions par rapport à ça.
et ne rigole pas par rapport à Taïwan. Maintenant, la Chine, elle, dans son économie, promet 42 milliards de dollars dans une série de mesures pour soutenir le secteur immobilier en difficulté. Donc la Chine va sortir la planche à billets pour le secteur immobilier et limiter la casse, on va dire. Après, la Chine est tournée vers d'autres choses, justement l'intelligence artificielle ou surtout les véhicules électriques qui vont inonder le monde entier. Donc la Chine a déjà des nouveaux pans de croissance, mais ils veulent pas, parce que si une chute du secteur immobilier, ça pourrait entraîner les banques et tout ça. Donc ils vont sortir la planche à billets, ils vont stabiliser l'immobilier en espérant que ça aille mieux, mais bon, l'immobilier en Chine, c'est pas trop ça. Les gens voilà, sont de plus en plus âgés, achètent de moins en moins, mais ils veulent au moins limiter la casse. On verra ça. Maintenant, les marchés chinois sont en tête des gains en Asie. Donc voilà, comme l'Europe, comme les États-Unis, c'est pas mal. En Chine aussi, ça repart. Et les marchés chinois pourraient connaître une plus forte croissance même que même le Royaume-Uni et l'Europe et l'Asie et les États-Unis. Parce que la Chine se prépare même en dehors de l'immobilier à faire peut-être à lancer la planche à billets partout et à rincer et à, voilà, à faire exploser ses actions avec la planche à billets, la réimpression de monétaire. Donc la Chine et les actions comme Alibaba, NIO, tout ça, pourraient connaître une forte croissance là. Avec la Chine qui pourrait stimuler les marchés en réimprimant des billets et en rachetant des obligations et voilà, en stimulant les marchés, en injectant directement sur les marchés. Donc on verra. Il faut surveiller ça. C'est peut-être un moyen de croissance là, à moyen terme pour les investisseurs. Donc il faudra surveiller ça. En dehors de ça, avec les tensions internationales, les choses comme ça, l'or qui a atteint un nouveau record, mais l'argent aussi vaut le détour. Donc l'or, l'argent, comme Robert Kiyosaki l'avait dit, acheter de l'or, de l'argent et du bitcoin, puisque ce système monétaire va s'effondrer, eh bien, bah, il a peut-être raison quand on regarde l'or. L'argent monte et là le bitcoin qui est reparti, on va aller sur les cryptos juste après là, les cryptos qui repartent vers des plus hauts. Voilà, tout ça c'est parce que le monde là est rempli de tensions et surtout les dettes sont de plus en plus grosses et on sent que les économies ou les États peuvent connaître des crashs financiers à tout moment. Et là, on a la Chine qui se gave d'or et tout ça. Tout le monde achète de l'or au cas où il y aurait un événement catastrophique sur les marchés et tout ça. Donc voilà, ça monte. Maintenant, la Russie, elle, achète pour 4 milliards de dollars d'armes à l'Inde en utilisant surtout des roupies indiennes, abandonnant surtout ainsi le dollar américain. Donc voilà, on entre dans une nouvelle ère où le dollar sera moins dominant. Et là, voilà, ça fait les bienfaits de l'Inde, roupie indienne. On sait que maintenant, les gens vont plus utiliser le rouble, plus utiliser surtout le yuan chinois. Maintenant, même pour le pétrole, c'est surtout le yuan qu'on utilise. Donc, petit à petit, le dollar dévisse et perd de sa force, on va dire. Jusqu'à quand? On va voir qu'est-ce qui va relancer tout ça. Voilà. Pour les États-Unis, il serait préférable vraiment que Donald Trump revienne aux affaires puisque c'est un businessman. Il sait voilà. Alors que Joe Biden a l'air un peu dépassé là. Donc voilà. Sinon, les États-Unis vont complètement perdre voilà, leur force. Et on sait que c'est le dollar. Qui maîtrise la monnaie maîtrise le monde. Et comme un dollar fort maintient les États-Unis devant devant tout le monde. Donc, à voir. Maintenant, la Russie là, qui a acheté les armes à l'Inde, bah, la Russie, là, on a le général polonais là, qui dit que même plus d'1 million de chars n'aideront pas l'Ukraine. Et donc, il exhorte, en fait, il dit que il demande là, aux alliés occidentaux là, de Kiev, de l'Ukraine, de mettre fin au conflit avec la Russie pour arrêter l'effusion de sang en Ukraine, a déclaré l'ancien vice-ministre polonais de la Défense nationale, le général Skripczak. Donc, Skripczak. Donc, on verra. En tout cas, il dit d'arrêter le massacre. Surtout, en ce moment-là, ça bombarde. La Russie, ils y vont là sur Kharkiv. Donc, voilà. Volodymyr Zelensky, là, qui a reconnu que son pays manquait d'hommes pour combattre et que cette situation affectait le moral des troupes. Selon le président ukrainien, on doit remplir les réserves. Beaucoup de brigades sont vides. Donc, voilà. En plus, ils sont en difficulté. Ils sont en manque d'hommes en plus. Donc, voilà. L'Ukraine qui est en grosse difficulté. Mais voilà, si les maîtres ont décidé qu'ils devaient se battre, en l'occurrence pour moi les États-Unis qui dirigent tout ça de loin, bah voilà, ils vont le faire.
Mais bon, il ferait mieux de passer à la table des négociations. C'est mieux pour eux. Donc, voilà, vous le savez tous, hein, je pense, pour ceux qui se tromperont sur cette vidéo, le président iranien Raisi et le ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian, tués dans un accident d'hélicoptère selon les médias d'État. Donc voilà, c'est un accident d'hélicoptère. Maintenant la thèse, tout le monde va, il va y avoir beaucoup de spéculations par rapport à tout ça. Donc tout à gauche, le ministre des Affaires étrangères, ici là, grosse personnalité, et la personne au milieu là, voilà, ici le président Ebrahim Raisi, voilà, qui sont morts, avec les 3 autres personnes aussi là. Voilà, au total, 9 personnes sont mortes dans le crash de l'hélicoptère. Donc voici les photos des dirigeants iraniens tués dans l'accident d'hélicoptère. Donc voilà. Voilà, rappelons. Donc en fait, il y avait 3 hélicoptères, hein, et un seul transportait tous les VIP. Et comme par hasard, c'est cet hélicoptère-là qui a crashé. Bon, ils disent qu'il y avait beaucoup de brume, beaucoup de brouillard, on va dire. Et qui peut-être l'hélicoptère a perdu le contrôle ou je sais pas. Mais moi, ça me paraît bizarre. Il y a quelques temps, Ebrahim Raisi attaque et envoie des missiles en masse contre Israël pour se venger là d'une attaque israélienne contre une ambassade. Et aujourd'hui, il est mort. Bon, c'est de la spéculation. Est-ce que c'est du théorie du complot? Voilà. En tout cas, aujourd'hui, les faits. Parce qu'en fait, l'Iran a attaqué Israël et on attendait une réponse d'Israël. Et finalement, il n'y a pas eu de réponse d'Israël. Moi j'ai trouvé ça bizarre, en fait. Et aujourd'hui, là, c'est un coup de poignard. Enfin, en tout cas, là, la mort, là, c'est quelque chose de fort. Donc, pour moi, je sais pas. J'ai l'impression que les États-Unis et Israël, derrière, ont mené une attaque indirecte et se sont débarrassés, là. Pour moi, c'est un coup de poignard, une attaque indirecte. Mais voilà, j'ai pas les preuves. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça me paraît trop louche tout ça. Donc voilà, 2 grosses personnalités qui disparaissent ici. Donc voilà, hein, la télévision a confirmé ça. Et justement, ce président s'est fait reconnaître pour avoir tenu tête justement à Israël et aux États-Unis pour Gaza. Et bien aujourd'hui, il est mort. C'est les faits que je regarde. Vous voyez? Quand je prends du recul, voilà, il a tenu tête. Ils ont même bombardé Israël avec des centaines de missiles. Et aujourd'hui, bah, il perd la vie. Quelques semaines après. Ou quelques jours après. Donc, bon. Écoutez, je sais pas, mais ça me semble louche. En tout cas, voilà, réaction internationale immédiate. Mort du président iranien. Xi Jinping déplore une grande perte pour la population en Iran. Voilà, une succession. Hein, le Liban et la Syrie qui proclament un deuil officiel de 3 jours. Ici, les outils du Yémen qui déplorent une perte pour le monde islamique. Ici, donc voilà, là on a l'ONU. Bon, ça, je pense que c'est une farce, mais bon. L'ONU respecte 1 minute de silence en mémoire d'Ebrahim Raisi. Donc, bon. Ça, c'est un coup fatal, hein, pour l'Iran. Ça, c'est une grosse perte. Donc en tout cas, la Russie aussi a dit avoir perdu de véritables amis avec la mort d'Ebrahim Raisi et de son ministre des Affaires étrangères. Donc Vladimir Poutine a rencontré des hauts responsables après le soi-disant accident d'hélicoptère du président iranien. Et donc à la suite du crash d'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raisi, le président russe Poutine a convoqué une réunion nocturne avec de hauts responsables. Donc Poutine qui va tenter de savoir... voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc les responsables de la défense et de la sécurité de l'ambassadeur iranien en Russie, Kazem Jalali. Donc voilà. Donc on a Valérie Gerasimov, le chef du ministère des Urgences, Alexander Kurenkov et l'assistant spécial du président Igor Levtin. Voilà. Et voilà, plusieurs hauts responsables, hein, pour tenter de déterminer, voilà, cet hélicoptère là qui a crashé. Donc voilà, maintenant l'hélicoptère qui est rapatrié, tout ça, ils vont faire des enquêtes sur tout ça. En tout cas, Bertrand Scholler là, un analyste qui dit que voilà, je ne crois pas à la thèse de l'accident. Un hélicoptère, ça ne tombe pas sans rien, c'est l'engin aérien le plus sûr de tous.
Bon, en tout cas, ces derniers temps, on a eu l'accident d'hélicoptère, là, le Kobe Bryant, la star de NBA qui a craché en hélicoptère. Moi, ça m'incite pas à prendre l'hélico, là, tout ça, là. En tout cas, voilà. Et par contre, ils disent que c'est l'engin le plus sûr de tous. Et celui utilisé par le président iranien est véritablement le must. Donc, voilà. Il dit que, voilà, c'était le meilleur hélicoptère. C'est vraiment, c'est louche, hein. Vraiment, c'est louche tout ça. Après, le must, mais par contre, voler avec ce genre d'hélicoptère datant de l'époque soviétique, par mauvais temps, demande du courage. Parce qu'ils disent que c'est le must, mais c'est un hélicoptère voilà, des temps à l'époque soviétique. Ça fait des années, ça. Je sais même pas, 50 ans, voire je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas peut-être une bonne idée. Peut-être que l'hélicoptère était trop ancien. En tout cas, ici, ils disent que c'est peut-être de la faute des États-Unis, hein. Les États-Unis sont responsables de la tragédie d'un accident d'hélicoptère majeur empêchant la vente d'avions et de leurs pièces détachées. Donc, apparemment, les pièces détachées de cet hélicoptère, bah, c'est made in USA, hein. Comme vous voyez ici, là, bel hélicoptère. La plupart, surtout l'arrière, là, ici, de l'avion, bah, c'est made in USA. Et on ne sait pas si bah, ceux qui ont mené peut-être des montages sur cet hélicoptère ont fait en sorte d'enlever des boulons ou des choses comme ça. Voilà. Peut-être que c'est une équipe américaine qui était en réparation sur cet hélicoptère. Et peut-être, hein, je dis ça, hein, c'est peut-être du complot. Mais voilà, il y aura plein de thèses. Là, ils vont étudier ça voilà, de manière très précise. Mais ça se pourrait, hein, vu que c'est en fait, des outils américains ou voilà, du matériel américain, on ne sait pas. Mais il faudra voir en tout cas. Maintenant, là, dans les dernières nouvelles, on a le premier vice-président Mohamed Mokber, officiellement désigné président par intérim. Donc cette personne que vous voyez à l'écran, c'est lui qui est officiellement désigné président de l'Iran par intérim, en attendant peut-être des élections ou des choses comme ça. Là, en dehors de l'Iran, par rapport à Israël et Gaza, on a le procureur de la Cour pénale internationale qui dit avoir des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahou est responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Et donc, il y a un mandat d'arrêt qui est requis contre Netanyahou. Contre Netanyahou et contre le chef du Hamas, donc la personne qui est contre Israël, enfin voilà, le Hamas qui est en conflit avec Israël. Donc ces deux personnalités-là, les deux chefs des deux camps, qui ont reçu des mandats d'arrêt contre eux. Donc voilà. Pour Netanyahou, il y a des manifestations monstres, hein, à Israël, voilà, pour sa démission. Donc voilà, il n'est pas très aimé apparemment. Et maintenant, il va être poursuivi. Donc faut voir. On va passer au crypto. On est à combien de minutes? Ça va, 27 minutes. Je sais que ça va être très long cette vidéo, mais je vais essayer de limiter la casse un petit peu, avec 30 minutes à peu près, 30 et quelques. Donc Bitcoin qui dépasse les 67 000 $, alors que les analystes prédisent qu'il continuera plus haut. C'est ce que je pense aussi. On est dans une bonne dynamique. Et bon, on va avoir les résultats d'NVIDIA, tout ça. Mais le Bitcoin, je pense que le Bitcoin va aller chercher les 70, voire 75K, en espérant plus. Mais bon, là, on est dans un bon élan, une bonne dynamique. On va voir si ça va le faire. Voilà, dans le chart, on voit, hein, c'est quelque chose qu'on connaît, ce genre de schéma en trading là. Et ensuite, en général, on casse ce triangle et on va chercher plus haut. Ce triangle descendant après. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ce schéma de trading, on le connaît et en général, ça se passe plutôt bien. Donc, on va voir si on va poursuivre ça. En tout cas, voilà, nous avons là actuellement toute la place ici pour monter. Voilà, et c'est vrai. Là, vous voyez qu'au niveau du RSI, on était tout en bas. On a croisé ici. Et donc là, ça promet une montée là, à moyen terme, dans les jours et les semaines qui suivent là. Tout ça, c'est très bon. Ici, regardez, ici c'est parabolique, c'est l'image de ma miniature de la vidéo. Maintenant, on attend quelque chose de parabolique, hein. Tout droit, on verra. Mais on attend une forte montée là, qui pourrait même nous ramener jusqu'au 100K. Mais là, voilà, il faut des vrais catalyseurs. Peut-être l'ETF Ethereum, hein, qui viendrait, on verra. Mais on va parler d'Ethereum juste après là. Mais en tout cas, regardez. Là, on est en train de faire
La même chose qu'on avait fait en 2016-2017. Donc on était dans ce rond, après on avait explosé. Là, on est en train de faire la même chose. Vous voyez, à gauche là. Et si on fait comme en 2017, on devrait fortement exploser. Maintenant, il faut des catalyseurs, mais ça sent très très bon. À moyen terme, ça sent très très bon. Et je cherche hein, des charts négatifs ou des choses concrètes qui montreraient qu'on devrait cracher, mais je trouve rien. J'ai beau scruter, on a un élan plutôt positif. Donc voilà, hein, c'est à chaque fois après le halving qu'il se passe quelque chose. Donc là, il semblerait qu'on est en avance. Parce qu'en général, quand vous voyez, après le halving, ah non, à part ouais, en 2013, 2014, on a été rapidement monté. En général, ouais, on commence une phase orangée et avant d'exploser dans le rouge. Donc là, voilà, surtout ici, là, en 2020-2021. Le dernier bull run, après le halving, on a mis beaucoup plus de temps. C'était jaune un peu, ensuite orange et après ça a explosé. Là, la phase jaune-orange est déjà montée. On est déjà dans une phase de rouge là. Donc on devrait peut-être connaître une forte croissance rapidement là. On devrait peut-être rapidement aller au 100K. Donc on va voir. Mais là, on est déjà dans du rouge là. Quand on regarde, donc ça paraît... Apparemment, on va aller très vite à la hausse là. Mais après, impossible de dire. On verra de toute façon. Donc voilà pour le Bitcoin. Ethereum, on a Nate Gerassi, qui est le président hein, des ETF Store, qui dit que bah, par rapport à l'ETF Ethereum Spot, il est possible que la SEC approuve, hein, même cette semaine, commence à approuver des ETF. Alors s'il se passe ça, je peux vous dire que ça va être la fête. Là, les cryptos, là, ça va aller très très vite. Hein, parce que l'acceptation des ETF, ça peut exposer Ethereum et relancer enfin la dynamique sur Ethereum qui perd énormément de force en ce moment. Après, voilà. Et donc, il dit que ça peut être approuvé cette semaine. Et puis, en fait, ils vont ralentir les approbations petit à petit. Donc, ça serait énorme. Hein. Donc, techniquement, la SEC doit approuver le lancement de l'ETF, là. Donc, on va voir ça. Là, pour l'instant, les chances sont pas très bonnes hein, pour que l'ETF soit accepté. Mais bon, on verra pour Ethereum. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose hein, pour Ethereum. Mais par contre, sur Solana, il se passe énormément de choses. Solana est beaucoup dans le... En ce moment, les volumes de transactions explosent. Le réseau est très utilisé. Regardez, là c'est le graphique Solana face à Ethereum. Et regardez que Solana explose face à Ethereum. Hein. Donc... Sol n'est plus qu'à 2,82% d'atteindre son ATH contre le Ethereum. Donc Solana qui prend de la force contre Ethereum, de la force directement. Donc ça, c'est pas à négliger. Et surtout, le ratio de frais entre Solana et Ethereum ne cesse de se creuser. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau des frais, l'écart se creuse. Les frais sur Ethereum deviennent de plus en plus gros alors que Solana, ça diminue. Donc il y a un gros écart. Et c'est pour ça que les gens vont continuer à utiliser de plus en plus Solana par rapport à Ethereum. Donc là, ça devient vraiment grave. Peut-être que Solana va vraiment prendre la place d'Ethereum si ça continue comme ça. En tout cas, Solana qui explose en termes de prix. 180 $ pour Solana. Ça a atteint là. Et là, voilà, même je pense les cryptos là sont dans le vert. On va aller voir ça. Donc voilà. Pete, vous voyez l'oracle de l'écosystème Solana, explosion. Alors qu'on attendait... On attend un unlock, là, un déblocage de jetons qui devrait mettre une pression à la baisse normalement sur le Pit Network. Ça, c'est un projet que j'aime bien. C'est vraiment l'oracle, mais nouvelle génération, tout ça. Donc voilà. Tao qui remonte, ça me fait plaisir parce que j'en détiens. Et Solana encore plus 6% aujourd'hui. Donc voilà, c'est alimenté par le Bitcoin. Hein. 68 600, on s'approche des 69 000, ça fait que de monter. Donc la hype est très forte sur les cryptos. Hein. Très très forte. Et Solana, regardez, c'est justifié. Hein. Tout ce qui se passe sur Solana, je rappelle que Solana, c'est pas seulement une blockchain. Ils sont même, là, ils préparent l'adoption mobile, en fait. L'adoption de masse avec l'expérience mobile. Et ils ont vraiment des marques comme, voilà, la marque Stephen, là, avec les chaussures, les sneakers, voilà, de nouvelle génération. Bah, marchez et vous gagnez de l'argent, tout ça. Enfin, vous voyez, regardez le branding Solana Mobile X Stephen. Donc, voilà, vous allez pouvoir... Enfin, l'expérience mobile de Solana va être dingue. Et c'est quelque chose... Voilà. Ils ont en fait, côté marketing et branding, Solana, ils sont très forts. Hein. Ils sont aussi forts que Polygon. Donc ça promet. Hein. Ça promet. Et surtout, regardez,
Les mêmes coins, c'est pas fini hein, sur Solana. Déjà, il y avait d'autres nouvelles, hein, je vais pas tous les passer, mais Solana domine hein, en termes de NFT. Hein. C'est le réseau en termes de NFT, même en dehors des mêmes coins. Solana est plus fort en NFT et plus fort en DeFi. On voit que sur les 24 heures, sur la semaine, il domine en DeFi. Et là, regardez, même les mêmes coins, ça continue. Hein. Ici, là, on a le même coin Ponk, donc avec un P comme papa. Ponk qui explose et qui atteint un nouvel ATH. Donc voilà, Solana, c'est vraiment un réseau qui est très utilisé sur tous les secteurs. Hein. Même coin, NFT, DeFi, bientôt gaming. Enfin voilà, c'est... Non, Solana, c'est trop puissant. Et c'est pour ça que je vais continuer à injecter et à me renforcer sur Solana. Et donc voilà. Maintenant, le wallet fantôme aussi, qui atteint la 3e place là. Et là, c'est vraiment pour l'adoption ou pour se faire voir. Là, il n'y a pas mieux. Hein. Fantôme, le wallet, c'est les portefeuilles. Hein, pour accéder au blockchain, vous devez passer par un portefeuille pour accéder à l'écosystème de Solana, d'Ethereum, voilà, accéder aux services, aux DApps de ces réseaux-là. Là, bah, vous passez par des wallets. C'est la porte d'entrée sur la blockchain. Et là, Fantôme, c'est un portefeuille très très reconnu, comme au même titre que MetaMask. Hein. C'est le même niveau. Hein. Et là, Fantôme, qui, dans la catégorie utilitaire de l'App Store, qui est en 3e place. Hein, qui atteint la 3e place. Et même si Fantôme, c'est l'appli la plus téléchargée au Nigerien à l'heure actuelle, dans l'App Store, tout ça. Et là, c'est la 3e place. Voilà, sur le marché américain, c'est énorme. Hein. Énormément de gens téléchargent le portefeuille Fantôme pour accéder à l'écosystème principalement de Solana. Après, Fantôme, là, ce portefeuille-là, a commencé à s'étendre hein, sur Ethereum et Polygon, et même sur le réseau Bitcoin. Donc depuis, maintenant, Fantôme, vous allez pouvoir accéder à l'écosystème et aller sur la DeFi, même sur l'écosystème du Bitcoin, et même, voilà, même l'écosystème d'Ethereum. Mais comme Solana est extrêmement utilisé, bah voilà, le portefeuille et le portefeuille Fantôme est principalement téléchargé pour interférer avec l'écosystème Solana. Donc voilà, regardez. Et je pense que Fantôme, pour moi, je vois ça encore plus moderne, plus modernisé que même MetaMask, hein, qui est le leader des portefeuilles. Mais Fantôme, c'est très, très dans l'air du temps, comme je le disais. C'est pour ça que j'aime bien Solana. C'est que Solana, regardez, c'est très, très moderne. Très voilà, pour les jeunes, tout ça, c'est très simple, très fluide. Donc c'est pour ça que je dis que Solana et Fantôme, ça va péter, ça va exploser. Parce que ça correspond avec l'ère de maintenant, on va dire, et les jeunes et les choses comme ça. Donc voilà, hein, pour Fantôme, pas mal en tout cas. Donc voilà, en dehors de ça, deux dernières actualités, ça m'a surpris. Hein. Michael Sonnenschein, CEO de Grayscale, qui démissionne. Donc c'était une grosse tête. Hein, voilà. Et Grayscale, c'est un fonds d'investissement en crypto qui est puissant, hein, qui alimente l'écosystème crypto. Bah voilà, il a démissionné. Il a mis bon, par contre, il a mis une grosse personne hein, derrière lui là. Le PDG il a mis un PDG de la Goldman Sachs qui va prendre les rênes. Mais je sais pas pourquoi il démissionne. Mais pour moi, c'est un coup dur quand même pour Grayscale. Mais n'empêche que je pense que Grayscale sera l'un des plus gros fonds à l'avenir de l'écosystème crypto. Donc il propose des ETF Bitcoin et tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Et dernière actualité, Kraken finalement qui prévoit de maintenir l'USDT, le plus gros stablecoin du marché, là, le stablecoin le américain de l'entreprise Tether. Voilà, ils prévoient de les maintenir en Europe. Parce qu'en Europe, là, on a une réglementation qui va pas qui fait pas les affaires là, de Tether et dans son stablecoin USDT. Et donc, mais Kraken qui prévoit quand même de laisser ce stablecoin, malgré tout. Parce que voilà, ce stablecoin a fait ses preuves. Hein. Tether, c'est une grosse machine à cash avec son stablecoin. C'est la future, c'est la liquidité de demain. C'est la liquidité sur la blockchain pour le Web3, c'est les stablecoins. Et en l'occurrence, Tether et Circle qui proposent l'USDT et l'USDC. Donc voilà. Et là, Tether qui va peut-être être maintenu en Europe via Kraken. Donc on verra ça. Donc voilà pour cette vidéo, c'est très long, hein, 38 minutes. On fait pas plus long, c'est déjà assez long. On se retrouve hein, déjà dans d'autres actualités dans la semaine. Voilà, on attend beaucoup de choses, hein, beaucoup de discours des membres de la Fed et tout ça. Donc voilà, beaucoup de les résultats d'NVIDIA, il y a la keynote de Microsoft. Les marchés vont bouger et pour moi de manière positive. Là, il y a une bonne hype et je pense qu'elle va continuer
au moins quelques jours encore. Donc là, ça va continuer à monter pour moi au niveau des marchés. Donc voilà pour l'actualité. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour d'autres vidéos dans la semaine. Force à nous, hein. Allez, à plus.